Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Julia Deck et Hélène Gaudy pour aborder l'étranger, les contrées lointaines de nos paysages intérieurs, à savoir l'héritage, la famille et comment la création s'infiltre dans les failles et les strates de ces territoires plongés pour partie dans l'obscurité. Julia Deck vient de publier Anne d'Angleterre aux éditions du Seuil, un roman sur l'histoire de sa mère, grande intellectuelle anglaise qui transcende sa classe sociale d'origine, populaire, dans l'après-guerre, mais qui porte en elle des paradoxes, une part insaisissable qui interroge autant qu'elle énerve. Ce livre raconte aussi l'enfer psychologique et administratif du parcours de l'hôpital vers l'EHPAD, où de vieilles personnes attendent qu'on les prenne en charge dans les couloirs de l'hôpital, entre la vie et la mort. Ce chemin douloureux révèle également ce que nous sommes, et pour Julia Deck, il s'agit d'essayer de comprendre où et comment se situe la création à travers la filiation. Hélène Gaudy navigue à vue dans les sculptures aux mille aspects qui forment des méandres sinueux dans l'atelier de son père. Ce sont ses archipels. Dans son livre, Archipel, paru aux éditions de l'Olivier, Hélène Gaudy part à la recherche de l'enfance de son père, celui qui ne peut parler que par le biais des objets ou des jeux de rôle. Aussi, imaginer un autre langage pour parler et appréhender l'autre devient une terre à conquérir. Dans ces deux romans, il est aussi question de fuite, de renaissance. Comment échapper à soi-même, à une histoire qui n'est pas vraiment la nôtre, mais qui nous a été transmise? Comment vivre et créer ses repères quand il n'y a plus vraiment d'intermédiaire entre la mort et nous-mêmes? Je citerai Guillaume Apollinaire, comme le fait Hélène Gaudy dans la partie Éclipse, perdre, mais perdre vraiment, pour laisser place à la trouvaille. Pour parler création et filiation, c'est maintenant. Bonjour Julia, bonjour Hélène. Pour commencer, ce livre a-t-il été une nécessité, une évidence dans votre parcours d'écrivaine? Qui se dévoue en premier? J'ai l'impression que tout livre, en fait, part d'une nécessité et d'une évidence. C'est que tant qu'il n'y a pas la nécessité et l'évidence, je ne me mets pas à écrire. Pour mes précédents livres, qui sont des romans romanesques, où il n'y a pas du tout ou très peu de matériel autobiographique, j'ai quand même attendu le moment où il y avait une première phrase, un premier chapitre, une première situation nécessaire. La différence avec ce livre-ci, c'est qu'en effet, la nécessité, elle a surgi d'un événement qui était cet accident très grave qu'a eu ma mère, et surtout ce qui en a découlé, c'est-à-dire que contrairement au pronostic, elle a survécu, et que du jour au lendemain, on a été plongé dans le circuit de la dépendance, j'allais dire le circuit organisé, mais surtout le circuit désorganisé. Donc il y avait cette nécessité-là, mais il y avait aussi une nécessité plus lointaine qui peut-être rejoint aussi le projet d'Hélène, qui est de tenter d'élucider une personnalité qui m'a toujours pour partie échappé. À la fois, je savais beaucoup de choses sur ma mère parce que j'ai grandi avec elle, parce qu'on a passé beaucoup de temps toutes les deux. Je suis fille unique, mais mon père n'était pas présent, puis plus du tout. Et donc je savais beaucoup de choses sur sa vie avant moi, sur sa vie en Angleterre, et pourtant il y avait toujours une part d'obscurité, voire d'obscurité. Et c'est cette tentative pour essayer de connaître, essayer de cerner, d'essayer de s'approprier d'une certaine façon une personne qui était à la fois toujours là et toujours absente. Oui, je retrouve beaucoup de choses dans ce que dit Julia, dans cette habitude qu'on a de vivre avec nos parents, et puis d'un coup on peut être saisi par une forme d'urgence. Alors dans le cas de Julia, c'est effectivement un événement brutal qui survient. Dans mon cas, il n'y a pas eu d'événement déclencheur, mais il y a eu une espèce de premier motif qui était cette île que j'ai découverte, donc une île qui porte toujours le prénom de mon père, et qui est la première île qui va disparaître du fait de la montée des eaux, en tout cas la première île américaine. Au départ, j'avais envie d'écrire un livre sur cette île, vraiment. Donc elle s'appelle l'île de Jean-Charles, et j'ai commencé à travailler sur cette île, et je me suis rendu compte qu'un écrivain, poète, Frank Smith, avait déjà écrit un très beau livre sur l'île de Jean-Charles, et que le projet que j'avais finalement, sous une autre forme évidemment, mais existait déjà. Et petit à petit, ça m'a
permis de me rendre compte aussi que ce que j'avais vraiment besoin de faire à ce moment-là, c'était pas tant écrire sur cette île qu'écrire sur mon père. Donc les choses se sont faites un peu par la bande, comme ça m'arrive souvent, de partir vraiment d'un motif lointain avec lequel on ne comprend pas forcément tout de suite les liens qui nous relient à cet objet, mais qui devient une espèce d'obsession. Et cet objet s'est peu à peu transformé en mon père. Et il y a eu une urgence à le saisir maintenant. Alors mon père est âgé, mais surtout je l'avais jamais appréhendé avant comme un objet de curiosité ou de connaissance. J'avais toujours l'impression que on vivait un peu parallèlement l'un à l'autre, et qu'il y avait une rencontre qui ne s'était pas vraiment faite. Mais il y a toujours d'autres types de rencontres. On a bien sûr vécu ensemble, on a une autre forme de complicité qui passe pas forcément par la parole, donc ça nous convenait sans doute à tous les deux. Mais d'un coup, cette découverte et cette envie d'écrire sur lui a vraiment réveillé l'urgence de le saisir maintenant, pendant qu'il est là pour m'accompagner et pendant qu'il est là pour qu'on puisse le faire aussi ensemble. Il y a une autre question que je me pose à la lecture de vos 2 livres. D'ailleurs, ce ne sont pas vos premiers livres, hein, évidemment. Il y a en effet une interrogation qui revenait souvent, à savoir si le langage de vos livres était celui de votre enfance. À savoir que lorsque le mystère accompagne le poids de la figure parentale, le poids, c'est-à-dire la présence, il peut parfois en résulter une forme d'impossibilité d'exister. Et cette impossibilité, on va dire, d'exister, on peut la contourner grâce à l'écriture, justement, en faisant le récit de son choix, ou le choix de son récit. Donc je voulais savoir si, de votre côté, écrire a été une manière de vous créer votre propre histoire, pas tant le poids de vos parents était important, disons, mais tant le mystère et de fait le fantasme est lui aussi très important. Je ne saurais pas dire exactement d'où vient la nécessité d'écrire, sinon que c'est un désir très très ancien chez moi que j'ai mis en œuvre assez tardivement, parce que je me souviens avoir voulu écrire des romans quand j'étais à l'école primaire, et j'ai publié mon premier roman quand j'avais 38 ans, donc il s'est passé beaucoup de temps. Mais en tout cas, c'était une décision mûrie, on peut dire. Et je pense que ça procède en partie d'un désir familial, en fait. Ça procède de... mes parents étaient de grands lecteurs de littérature, de romans, et il y avait comme un terrain commun où, peut-être parce qu'on avait des difficultés à se parler, on se retrouvait dans les livres, et notamment avec ma mère, parce que j'ai toujours eu un rapport beaucoup plus fluide avec mon père, bizarrement, alors que je dis bizarrement parce que j'ai moins vécu avec lui, mais avec ma mère, il y avait une difficulté de communication sur laquelle je m'interroge encore, qui pose la question de la langue, parce que ma langue maternelle et le français, donc c'est pas ma langue maternelle en fait. J'ai pas réellement de langue maternelle, j'ai une langue paternelle, puisque je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, et ma mère me parlait français. Pour elle, une langue apprise, une langue étrangère quand j'étais petite, donc il y avait français qu'elle maîtrisait très bien, mais quand même avec un accent, et c'est toujours un déplacement quand on parle une langue étrangère, même si on la maîtrise bien. Donc il y avait une distance qui se créait, et pendant longtemps j'ai pensé que c'était lié à des différences culturelles, tout simplement, parce que l'Angleterre c'est juste de l'autre côté de la Manche, mais c'est vraiment très très ailleurs l'Angleterre, et je continue de me le dire, j'ai toujours un grand plaisir à y retourner, mais ça reste terriblement exotique à mes yeux, et sans doute que la France était terriblement exotique pour ma mère. Donc il y avait ce masque, on pourrait dire, de l'étrangeté, de la langue, mais peut-être finalement c'était aussi qu'on avait 2 personnalités, et on a toujours d'une certaine manière des personnalités, pas d'affinité naturelle, en fait, c'est très curieux, on n'a pas forcément d'affinité naturelle avec ses parents, donc il faut les construire, et nous on les a construites à travers la littérature, oui, ça c'est sûr. Donc
oui, sans doute mon désir à moi d'écrire, il procède en partie de la volonté, du désir de parler une langue commune. C'est intéressant cette question de la langue parce que de mon côté, donc il n'y a pas enfin mes parents et moi, on a la même langue maternelle, mais je me souviens enfant avoir regardé les dos des livres qui étaient dans la chambre de mes parents et de les avoir vraiment, avant de savoir lire, de les voir vraiment comme une sorte de mystère, comme une langue que je parlais pas. Et je savais que ma mère aussi lisait, mais mon père est vraiment un grand passionné de lecture et de livres aussi, collectionneur de livres aussi. Donc il y avait vraiment des typographies. Il est dans l'art aussi, il est professeur d'art. Alors il était professeur de français dans une école d'art. Voilà. Donc à la fois passionné d'art, mais aussi surtout grand lecteur. Très ouvert dans la lecture sur vraiment plein de registres, beaucoup plus que moi d'ailleurs. Mon père lit vraiment tout et il a toujours une grande curiosité vis-à-vis des livres. Et je me rappelle avoir vraiment eu l'impression que c'était une langue qui parlait et que je parlais pas, quoi, et qu'il fallait, pour parler avec lui aussi, quelque part le faire à travers les livres et à travers le jeu. Et je pense que très vite ça a été lié aussi dans mon enfance. Je jouais beaucoup avec mon père qui est resté un grand enfant. Il disait souvent cette phrase « j'aurai 7 ans dans 5000 jours » que je trouvais assez énigmatique mais qui semblait vouloir dire qu'il n'avait pas tout à fait l'âge de raison et que sans doute il préférait rester un peu à l'orée de l'âge de raison et jamais passer vraiment la barrière. Donc on jouait beaucoup, on était des personnages, il était un pirate, j'étais je sais plus exactement quoi, mais enfin en tout cas on jouait beaucoup et dans le jeu on trouvait une forme de communication très étroite que j'ai pas retrouvée autrement avec lui, à part peut-être par les livres. Mon père m'a prêté beaucoup de livres quand j'étais ado ou jeune fille. Parfois je les lisais pas et parfois j'y trouvais vraiment un écho très fort. Je commençais par me dire c'est mon père qui me l'a prêté, est-ce que ça va m'intéresser quand j'étais ado? Et finalement souvent j'y reconnaissais vraiment des choses que je soupçonnais pas chez mon père. Donc j'avais l'impression qu'il me glissait des messages ou qu'il me laissait entendre à travers ses livres qu'il n'était pas seulement le père que je connaissais. Et je pense que ça a été aussi l'une des envies de ce livre, me dire finalement, puisque c'est quelque part notre langue commune, ou en tout cas une espèce de zone où on peut se parler autrement, peut-être que c'est en écrivant que je vais vraiment réussir à atteindre des endroits de lui qui me sont restés inconnus jusque-là. Ma question suivante, qui j'espère ne sera pas trop dérangeante, et que lorsqu'on est écrivaine ou parfois lorsqu'on est donc on décide de plonger dans la création, et puis c'est une nécessité puisque toutes les deux vous êtes écrivaine, toutes les deux. Donc ça veut dire que vous avez passé le cap, vous avez matérialisé votre désir. Mais je me demande, puisqu'il en est quand même question dans vos livres respectifs, il y a des manies, il y a des tocs qui nous évitent de percuter le réel de façon trop frontale. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Je ne sais pas si je parlerais de manie ou de toc, non pas parce que j'en ai pas, mais parce que je ne sais pas si c'est ce que j'ai mis en œuvre le plus dans ce livre. Je pense qu'il y a dans les précédents livres des choses beaucoup plus directement reliées à mes manies personnelles. D'organisation, de rangement, de mettre les choses droites, tout ça. Dans ce livre, je dirais qu'il y a une autre forme d'imaginaire, parce que les manies, c'est aussi de l'imaginaire, c'est penser qu'on peut réorganiser le monde. Dans ce livre aussi, je pense que j'ai davantage mis en œuvre une espèce de pensée magique, parce que me retrouvant confrontée à une situation, d'abord effrayante, catastrophique du point de vue affectif, parce que je pensais que j'allais perdre ma mère qui, la veille, se portait tout à fait bien. Il y a cette situation, l'imminence de la perte, et surtout, après, il y a eu l'absurdité. Donc le fait de constater que maintenant, pour les personnes très âgées qui présentent un très mauvais pronostic vital, tout simplement, en fait, comme l'hôpital n'a pas assez de ressources, on fait rien. Donc on aiguille les patients le plus vite possible vers des EHPAD, et les EHPAD où il y a les places
toujours disponibles, c'est les EHPAD privés plus ou moins chers. Donc tout de suite, j'étais orientée vers cette espèce de marché immobilier de l'EHPAD. Complet, tout le monde affiche complet, les établissements affichés complets. Vous dites ça dans votre livre, Julia Deck, avec un point d'humour évidemment, sous-entendu, personne n'est mort, c'est complet. Alors, ils affichaient pas tous complets. Les plus désirables étaient complets, mais il y en avait plein qui essayaient de s'attirer des clients, mais on n'avait pas très très envie d'y aller, ni d'y mettre ses proches. Et moi, ça me paraissait vraiment totalement absurde, parce que évidemment, confronté à l'imminence de la perte, m'est revenu en mémoire de manière très très vive tout ce qu'avait traversé ma mère. Donc, elle est née avant la Seconde Guerre mondiale, au nord de l'Angleterre, dans une région qui a été très très bombardée. Elle se souvenait d'avoir été réveillée par les sirènes qui annonçaient les bombardements de l'aviation allemande. Elle se souvenait des ruines, de la période de la reconstruction, et après, pendant les 30 Glorieuses, elle a bénéficié de programmes éducatifs qui lui ont permis d'aller à l'université, de voyager, de vivre à Paris, à Rome, à Londres dans les années 60. Elle a traversé toutes ces périodes avec un enthousiasme et un désir tout le temps d'être de son temps. Et face à cette trajectoire qui, moi, m'est toujours apparue comme extrêmement méritante, c'est-à-dire faire tout ce qu'elle pouvait, tout ce qui était en son pouvoir pour découvrir le monde et pour accéder à simplement une existence plus riche, de voir que tout ça, ça se terminait dans le désastre de l'hôpital public et des EHPAD privés. En fait, on ne peut pas se réconcilier avec une idée pareille ou avec une absence d'idée pareille. Et donc, je pense que j'ai eu recours à cette espèce de pensée magique qui consistait à me référer à des signes que je voyais dans le réel et qui m'apparaissaient correspondre à soit des lectures, soit à mes précédents livres, à essayer de trouver des sortes de signes prophétiques dans mes précédents livres pour me dire comment avancer, dans quelle direction me tourner, quel établissement choisir. Et effectivement, j'ai fini par choisir pour ma mère un établissement qui ressemble en tout point au décor de mon dernier roman romanesque, on va dire, qui est un monument national et qui se passe dans un château, dans un parc, un château un peu en déliquescence, mais voilà, j'ai trouvé un décor qui me paraissait, qui procède du livre en fait. C'est une des choses que j'ai trouvé vraiment très belle et assez vertigineuse dans le livre de Julia, c'est cette idée qu'on sait des choses dans nos livres sans savoir qu'on les sait, enfin en tout cas que les livres, que dans les livres se déposent des choses inconscientes de nos vies, et voire de la vie de nos parents ou de nos grands-parents, pourquoi pas, et qu'on y découvre soi-même après coup parce qu'on fait des liens lors d'un événement comme celui que tu racontes. Pour revenir à la question des manies, il y a des manies d'écriture et puis il y a des manies quotidiennes, on va dire, et c'est vrai que moi je suis beaucoup partie des manies de mon père. Si on peut appeler ça une manie, mais de la manie de la collection, de l'accumulation, qui est aussi une manie de mon grand-père, donc c'est quelque chose qui se transmet quand même, je pense, sous diverses formes dans la famille. Mon grand-père avait une façon d'accumuler qui n'était pas du tout joyeuse et créative comme mon père a pu la transformer plus tard. Mon grand-père s'enfermait vraiment derrière des murs, on va dire, de papier. Alors ça peut avoir un lien au livre aussi peut-être, mais des murs de papier, d'objets, de choses qui n'avaient absolument aucune valeur et dont il se fichait un peu, je pense, mais qui servaient avant tout à l'enfermer. Mon père a transformé ça en une collection créative, assez inspirée par les recherches des surréalistes, où il peut collectionner à la fois des livres, des masques africains, mais aussi des bouts de ficelle, des tickets de métro, des choses qui n'ont absolument aucune valeur. Moi, ce qui me touche beaucoup là-dedans, c'est justement ça, c'est de se dire on ne garde pas des choses parce qu'elles ont de la valeur. Au contraire, moins elles ont de valeur, plus elles risquent d'être oubliées et jetées, plus on a envie de les sauver du désastre. Enfin, c'est un peu ce que mon père a fait. Et longtemps, j'ai regardé ça comme une curiosité paternelle en me disant je vais écrire là-dessus. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte aussi de ma propre manière d'hériter de cette manie, qui est sans doute plus cantonnée à l'espace du livre, et encore, parce que j'ai aussi récupéré un certain nombre d'objets qui se sont transvasés dans mon propre lieu de vie.
Mais avant tout, oui, je pense que ma façon d'écrire et surtout d'agencer les fragments, on va dire, de poser des motifs que petit à petit j'essaye de bouger comme des pièces de puzzle pour essayer de comprendre quel dessin ça finit par dessiner. Je pense que tout ça a vraiment un lien aussi avec l'assemblage et la collection que mon père a longtemps pratiqué, qu'il pratique toujours encore un petit peu. Et voilà, et que les choses se transmettent en se transformant, et que dans mon cas, je pense que ça s'est un peu transformé en écriture. Il y a aussi quelque chose que vous dites toutes les deux. Bon, c'est assez triste, moi je trouve, mais en même temps, j'ai l'impression que tout le monde partage un peu, parfois, ce sentiment-là. C'est une forme d'impatience, parfois. Vous dites, quand, par exemple, votre mère Julia a du mal à marcher, elle ralentit un peu. Disons qu'on se rend compte que nos parents vieillissent. Il y a une forme parfois d'impatience à les quitter. Et on sait, et en même temps, toujours accompagné d'une certaine forme de tristesse. Oui, dans mon livre, j'emploie le mot d'agacement, mais ça rejoint un petit peu. Oui, agacement, pardon, Hélène. Non, c'est pas du tout. Non, mais ça rejoint tout à fait ce que vous dites. Moi, je pense que l'écriture, ça a été une tentative d'aller contre ça, parce que je pense que l'agacement, dans mon cas, était pas lié seulement au vieillissement de mon père, puisque c'est un agacement qui vient de l'enfance, qui est beaucoup plus lointain que ça, qui vient, je pense, des incompréhensions et puis des petites manies, encore une fois, qu'on a aussi entre parents et enfants. Mon père a toujours été très taquin avec moi, donc il me cherchait pas mal, et moi, ça m'agaçait, je réagissais. Enfin, il y avait tout un jeu comme ça entre nous. Qui était quelque chose qui nous mettait aussi à distance quelque part. Je pense que c'est le cas sans doute dans toutes les familles où on a des espèces de gimmicks comme ça qui reviennent et qui font qu'en fait on tourne toujours autour l'un de l'autre, quoi. Et je pense que le fait d'écrire sur lui et de le voir d'un coup comme un sujet de curiosité, d'intérêt, d'attention, et aussi de déplier sa vie, on va dire, c'est-à-dire de pas seulement le voir comme mon père, mais de découvrir l'enfant qu'il avait été, l'adolescent qu'il avait été, d'élargir l'éventail de ce que je pouvais découvrir de lui, a complètement changé mon rapport à lui, et enfin notre relation, je pense, et notamment a fait vraiment disparaître cet agacement. Donc ça a été l'effet le plus spectaculaire de l'écriture de ce livre, c'est que maintenant, quand il faut répéter parce qu'il n'entend pas, je ressens plus du tout l'agacement que j'ai pu ressentir avant. Je vais beaucoup plus le chercher lui, sans forcément passer par ma mère comme je l'ai longtemps fait, parce que comme mon père parle très peu, très souvent ma mère faisait un peu l'interprète entre nous deux. Toujours la question des langues aussi qu'on se parle. Voilà, quand on vit avec quelqu'un qui parle pas beaucoup, parfois on a tendance à ne plus faire attention à lui suffisamment, et l'écriture pour moi à renouer quelque chose, dans une autre forme de parole, dans une autre forme de langage, qui m'a permis de cesser de le voir comme je le voyais avant. Ouais. Oui, le danger dans un livre comme ça, il me semble, c'est de soudain confronter à sa propre tristesse, de faire un tableau complètement hagiographique de la personne et idyllique de la relation qu'on a pu avoir jusque-là. Si pour moi, j'ai jamais eu une relation idyllique avec ma mère, loin de là. Non, c'était très conflictuel, et c'était comme pour Hélène, plein de petits agacements quotidiens, d'agacements mutuels, qui se sont doublés, en effet, d'une forme d'impatience les dernières années de ma part, je pense, parce que simplement c'est très très angoissant de voir ses parents décliner. C'est angoissant pour eux et ils essayent de le contenir, et plutôt que de se parler, oui, le signe le plus manifeste c'est l'impatience et l'irritation sur des petites choses. Moi j'ai pas pu le dépasser par l'écriture, puisque l'accident est survenu, et oui, en fait, si, du jour au lendemain, j'ai été contrainte à la patience, ce que je n'avais vraiment jamais été de ma vie. Je ne suis pas du tout une personne patiente, mais là, tout d'un coup, je me suis retrouvée avec la charge de ma mère, enfin la charge de sa destinée. Et là, tout d'un coup, oui, je me suis retrouvée dans une position que j'avais jamais tenue, y compris du point de vue affectif. Oui, là, j'apprends la patience à un âge très tardif. Comment on se sent en tant qu'écrivaine après avoir écrit un livre autobiographique ? Comment on se sent ?
Parce qu'un livre est passé par là, entre autres. Ouais, dans mon cas, je pense que ça a été très progressif parce que ça fait il y a plusieurs livres où j'emploie le jeu, mais c'est vraiment un jeu qui est venu se glisser très très progressivement dans mes livres précédents, notamment Un monde sans rivage, donc qui racontait l'histoire d'explorateurs suédois du 19e, pour le dire très rapidement, mais qui était vu depuis le présent et donc depuis un regard qu'on devinait être le mien. Et je crois qu'il y a peut-être 5 ou 6 fois le mot jeu dans ce livre, donc c'est très très rare, mais il y a quand même des moments où j'avais besoin de dire, où je me servais du jeu avant tout pour dire ce n'est que mon regard. Voilà, c'est l'endroit d'où je regarde cette histoire. Je suis pas un démiurge avec une vision exhaustive des choses, mais je suis quelqu'un d'aujourd'hui qui regarde cette histoire avec la distance que ça comporte. Et j'ai vraiment abordé le livre sur mon père de la même façon. Alors sans doute un peu naïvement parce que évidemment ça me ramène à des questions beaucoup plus personnelles et beaucoup plus intimes, mais l'envie première de ce livre, c'était vraiment de me dire, bah voilà, les outils de cette forme d'enquête littéraire que j'ai menée sur ces explorateurs peuvent aussi me servir à voir quelqu'un qui est très proche de moi, mais que du coup je vois très flou, parce qu'il est tellement proche que je suis incapable de le regarder vraiment. Donc j'ai vraiment utilisé ce jeu là aussi avant tout comme un regard, mais bien sûr ça m'a amené à raconter des choses et à dévoiler des choses que j'aurais sans doute pas pensé raconter au départ. Donc c'est toujours curieux après coup, surtout quand le livre sort. Mon père aussi vit cette réception du livre, donc je sais que que potentiellement il entend ce que je dis, donc ça, évidemment, ça crée des choses beaucoup plus délicates qu'avec les explorateurs suédois du 19e. Mais vraiment, en toute honnêteté, je l'ai abordé sans jamais me dire, et je crois que j'arriverais pas à écrire les livres que j'écris si je me disais dès le départ, tu vas faire un livre sur ton père, je l'ai abordé comme une forme d'enquête, en essayant vraiment de me concentrer sur l'objet de mon investigation, et en oubliant que c'était moi qui parlais et que j'allais forcément me dévoiler aussi. Donc ça s'est fait un peu voilà, sans préméditation, on va dire. Mais après, il faut assumer, ouais. Pour moi, il y avait une très très grande transgression à m'embarquer dans cette entreprise. Pourtant, à partir du moment où elle s'est imposée, j'ai pas tergiversé, mais j'avais le sentiment de m'aventurer en territoire interdit, parce que les livres que je lisais, ceux auxquels je me référais mentalement quand j'écrivais, c'était vraiment du domaine du roman pur. Alors il n'y a pas de roman pur, hein. Mais pour moi c'était l'autobiographie, c'était interdit. Et tout d'un coup il y a eu cette nécessité, donc j'ai franchi le miroir et je m'en suis tenue un peu comme Hélène, c'est-à-dire je me suis dit il faut conserver la méthode des précédents livres. J'avais déjà employé la première personne pour des personnages qui n'étaient pas moi, là j'utilise la première personne pour me désigner moi, et par contre dans la construction, dans la manière d'écrire, dans la matière des phrases, j'ai essayé phrase après phrase d'appliquer la même exigence que pour les précédents livres. Mais c'est vrai qu'il se passe quelque chose bien au-delà de la réception d'un roman qui n'engage pas aussi personnellement. Oui, moi ce que j'éprouve maintenant que le livre est sorti, bizarrement, c'est une forme de soulagement, c'est-à-dire d'avoir pris ce risque, d'avoir transgressé comme ça, et puis finalement de se dire que c'était un pas en avant. C'était un pas en avant, alors dans mes relations proches, à vrai dire, parce que ça a modifié pas mal de choses dans ma famille anglaise et ma famille française, et plutôt dans le sens de la douceur. Donc ça, c'est quand même un constat tout à fait inédit. Et surtout, je pense que ça modifie quelque chose. Ça modifie quelque chose en profondeur dans l'écriture, pas sur l'exigence, on va dire, pas sur la nécessité de travailler chaque phrase et de considérer qu'elle est absolument achevée et nécessaire avant de décider de la publier, mais peut-être dans là aussi dans le sens de la douceur, c'est-à-dire que j'ai tendance à avoir une pente très très ironique, voire acide, voire mordante, et parfois je me disais que j'allais
un peu loin dans cette direction. J'ai pas l'intention de renoncer à l'ironie du tout, mais je me dis que peut-être il y a moyen d'avancer vers quelque chose de un peu plus apaisé. Ouais. Dans les nuances, peut-être. Oui, un peu plus de nuances. Dans vos 2 livres, bon après moi c'est en tant que lectrice évidemment, c'est aussi replonger soi-même dans ses propres souvenirs. Ça parle aussi évidemment des fantasmes et des rêves. Et je voulais savoir si pour vous, l'écriture, la création, c'est comme quelque chose qui nous reste de l'enfance. Vous avez commencé comme si vous aviez commencé un peu avec l'écriture. En fait, c'est comme si l'écriture était l'allié de l'enfant qui reste en nous. Alors, je sais pas, moi je suis très mal à l'aise avec l'enfance. C'est pas du tout une période dont je suis nostalgique. Je lis assez peu de livres, des récits d'enfance. Ouais, moi l'enfance me met plutôt mal à l'aise. J'ai le souvenir d'une période où le monde était trop grand et trop incompréhensible, ou alors où plutôt les adultes ne comprenaient rien, ce qui moi me paraissait tout à fait évident. Et j'avais hâte de lire des livres pour les grands et de me sortir de cet état d'infériorité auquel on est constamment ramené. Donc, oui, et à vrai dire, ce qui a été le plus difficile à négocier dans l'écriture du livre, c'est le moment où j'apparais dans la vie de ma mère. Donc, je raconte sa vie depuis 1937 et en 1974, quand elle-même a 37 ans, j'entre dans sa vie. Et là, tout d'un coup, il fallait que je raconte mon enfance, pas pour raconter mon enfance, mais pour raconter ce que c'était que sa vie à elle, au milieu des années 70, d'avoir soudain une petite fille dont il fallait s'occuper, en plus du travail, en plus de toutes les contrariétés de la vie quotidienne. Et ça allait pas dans la première version, je m'en sortais pas, et je me suis rendu compte que c'était parce que dans ces passages-là, la première personne posait problème. Donc évidemment, je parlais de moi, je disais je. Mais en fait, je me suis rendu compte que dans ces chapitres-là, j'étais pas j'étais Julia, la fille de ma mère, et qu'il fallait que j'utilise ce prénom et il fallait que je parle à la troisième personne, puisque depuis 1937, je racontais la vie d'Anne, de son point de vue à elle. J'essayais de me remettre dans la perspective de ce que c'était que grandir pendant la reconstruction, de venir en France pendant la nouvelle vague. Et donc, tout d'un coup, à partir du moment où j'employais le jeu dans l'enfance, ça déviait et j'étais dans un truc qu'on a peut-être un peu tous par rapport à l'enfance, de se dire « Ah oui, quand même, ma mère, à ce moment-là, elle aurait pu plutôt faire ci et plutôt pas ça », enfin être un peu dans le reproche et dans le jugement. Et ça n'avait plus d'intérêt littéraire vis-à-vis du projet qui était de raconter la vie de cette femme-là. Et donc j'ai dû vraiment me mettre à distance et me considérer comme un personnage secondaire, comme l'enfant qui était dans sa vie à ce moment-là, dans les années 70, l'adolescente dans les années 80. Donc il y a deux fils dans le livre, un à la première personne et un où je parle de moi à la troisième personne, pour justement trouver une distance tenable vis-à-vis de l'enfance, qui n'est pas une période confortable pour moi. C'est très clair, Julia, merci. On va pas aller plus loin dans le sujet. Je fais ça. Pour moi, je pense que l'enfance, c'est surtout un terrain commun avec mon père. Enfin, ça l'a été tant que moi, j'étais enfant. Et dans la mesure où lui a gardé donc quelque chose de très enfantin, il y a un moment où moi, je l'ai laissé tout seul avec son enfance. Enfin, c'est un petit peu l'impression que j'ai eue quand moi, j'ai grandi, quand je suis devenue adolescente, avec en plus, à ce moment-là, un rejet assez fort de mes parents, de mon enfance. Enfin, voilà, comme beaucoup d'ados. J'ai eu l'impression, a posteriori, de le laisser lui dans ce moment qu'on avait quand même pas mal partagé, justement, dans le jeu et j'ai cherché dans le livre surtout à remonter jusqu'à son enfance à lui, parce que je me demandais ce qui faisait qu'on pouvait comme ça rester quelque part coincée dans son enfance, enfin qu'en tout cas elle dure, qu'elle s'étende comme ça sur l'ensemble de la vie. Et je me disais, si elle dure comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est pas arrêté, il y a quelque chose qu'il a pas fini avec ce moment-là de sa vie. Et donc j'ai remonté petit à petit, je suis remontée jusqu'à son enfance dans la guerre, donc puisque mon père est né en 38, de parents résistants qui vivaient dans la clandestinité. Et du coup, c'est une enfance qu'il a passée vraiment complètement dans le secret. Il n'avait pas le droit de dire où il habitait.
sortait, il devait pas se lier avec personne, rien raconter de sa vie. Et donc c'est une enfance dont alors ça c'est mon interprétation évidemment a posteriori, mais dont il n'est pas sorti parce que quelque part elle ne devait pas, elle n'existait pas, on ne pouvait pas en parler, on ne pouvait pas se souvenir. Comment se souvenir de quelque chose dont on peut sur quoi on ne peut pas mettre des mots. Donc mon père dit toujours qu'il n'a pas de souvenir d'enfance, et en même temps cette enfance elle s'arrête pas, quoi. Il est toujours dedans parce que il peut pas la délimiter par des mots, par un récit. Et donc c'est quelque chose qui forcément a rejailli sur moi, encore une fois sous une autre forme. Et effectivement, moi je pense que l'écriture, elle vient aussi beaucoup de ces moments d'ennui. Alors ça, je partage tout à fait avec Julia le souvenir aussi de malaise et d'ennui. Et d'ailleurs, mon père me disait toujours, mais c'est très bien de t'ennuyer, il faut s'ennuyer, il faut pas regarder la télé pour tromper son ennui. Enfin, il avait l'air de tenir beaucoup à ce que je m'ennuie, est-ce que j'aille chercher quelque chose. Voilà, c'est l'ennui, le malaise. Voilà, que j'aille chercher quelque chose dans cette enfance-là, quoi. Et voilà, et l'écriture et la lecture beaucoup. Bon, j'ai écrit un peu quand j'étais petite, mais surtout je lisais beaucoup. Et c'était une manière aussi de superposer sur le quotidien, pas toujours passionnant, d'autres images, d'autres paysages, d'autres envies. Et ça, je pense, c'est ce que je continue à faire en écrivant aussi, c'est d'avoir quand même cette espèce de double vie que mon père a aussi et que j'ai adopté à sa suite. Aujourd'hui, pour vous deux, est-il plutôt agréable ou difficile d'exister ? C'est plus simple et agréable d'exister dans l'écriture. L'écriture, c'est une manière de donner corps à une existence qui est en fuite permanente. C'est pas révolutionnaire ce que je dis, mais d'attraper la matière du temps et d'en faire quelque chose, y compris quand on décrit des scènes extrêmement, extrêmement banales. Il y a une forme de confort et de réconfort à sentir que tout ça a une forme et surtout un sens. Donc je dirais, je sais pas, moi j'aurais employé le terme de double vie à une certaine période quand j'avais un boulot à côté de l'écriture. Là je dirais plus que j'ai une double vie, malheureusement d'ailleurs, parce que je peux pas me déporter sur une autre activité, en tout cas en ce moment. Mais c'est une vie parallèle où la vie, la coexistence avec les autres infuse en permanence dans l'écriture qui elle-même agit sur la vie quotidienne. Oui, je sais pas si on peut dire que c'est une soupape, non, c'est une forme de symbiose qui fonctionne plus ou moins selon les moments. Oui, il y a peut-être... Non, je réfléchissais aussi à la question de la fiction qu'on posait tout à l'heure, où c'est vrai que quand on est embarqué dans un roman, on a vraiment cette superposition, cette espèce de lieu mental où on peut aller quand on a envie de s'échapper de sa vie, avec des textes qui viennent du réel, comme ceux qu'on vient d'écrire. Enfin, je parle pour moi, mais c'est un petit peu différent. C'est peut-être moins un lieu différent où on peut se rendre. Que effectivement une manière de lire autrement sa vie, de lire autrement ce qu'on nous dit, ce qu'on fait, ce qu'on ressent, et de pouvoir lier les signes, comme le disait Julia, de pouvoir donner du sens à des choses qui semblent complètement mélangées et qui vont trop vite. Peut-être qu'on écrit aussi parce qu'on n'a pas le temps d'assimiler tout ce qui nous arrive, et que le fait de le mettre en mots et puis de pouvoir l'agencer, non seulement ça permet d'y trouver une forme de sens, alors tout à fait aléatoire et subjectif, mais bon, au moins on peut y croire au moment où on écrit, mais ça permet aussi que le livre devienne une expérience et donc qui suscite des choses. Moi, c'est ça que j'aime entre autres dans les textes que j'ai écrits, et qui sont des textes qui jouent comme ça avec avec un matériau réel.
c'est vraiment de pouvoir faire des choses pour écrire. Là, ça a été essayer de parler avec mon père, aller dans des endroits où je savais que j'allais trouver peut-être un point de contact avec ce qu'il avait pu vivre, lire ses poèmes, aller dans son atelier, enfin des choses que finalement j'aurais toujours remises à plus tard s'il n'y avait pas eu ce projet de livre. Sur des livres sur des motifs plus lointains, ça a pu être voyager dans des lieux où je rêvais d'aller, mais où j'avais besoin d'un vrai prétexte un peu pour pouvoir vraiment me rendre sans culpabiliser. Voilà, c'est aussi tout ce que le livre permet d'expériences, de rencontres, de sortir aussi à la fois de voir autrement sa vie quotidienne et puis aussi d'en sortir, mais d'en sortir aussi parfois réellement, quoi. C'est-à-dire d'aller à faire des choses qu'on n'aurait pas faites, quoi. Alors, une dernière question, chère Julia et chère Hélène. Je vais vous citer, Hélène, ou plutôt quelqu'un que vous citez, l'ingénieur interviewé dans le film Le Jolimet, qui dit « Nos rêves sont trop courts pour ce qui existe déjà ». Il se trouve qu'au début, j'ai mal compris la phrase. J'ai compris « Nos rêves sont trop longs pour ce qui existe déjà ». Chez vous, Hélène, nos rêves sont-ils trop courts ou sont-ils trop longs pour ce qui existe déjà ? Ouais, c'est une question de rapport au temps aussi, des moments qu'on rêve. Alors là, effectivement, il parle de l'époque de la jeunesse de mes parents, qui était une époque que moi j'idéalisais beaucoup, adolescente. C'était les années 70, c'était 68. Voilà, c'était un moment où j'avais l'impression, justement, c'est ce qu'il dit aussi plus loin dans cette citation, que l'avenir quelque part était déjà là et qu'il fallait le saisir. Et c'est quelque chose que je trouve assez vertigineux, parce que ces choses-là, on s'en rend compte qu'à posteriori. Enfin, c'est comme quand on se dit, bah tiens, j'ai été heureuse à ce moment-là, mais est-ce qu'on le savait au moment où on était heureux, qu'on était heureux? Enfin, alors peut-être que l'écriture, ça sert aussi à ça, à comprendre ce qu'on a ressenti. Moi, je sais que je travaille beaucoup à partir de photographies, par exemple. Je m'éloigne un petit peu de la question, mais ça rejoint peut-être ça. C'est quand on écrit à partir de photographies, on cherche aussi à comprendre ce qu'a pu être un moment dont on était inconscient quand la photo a été prise. Voilà, se dire peut-être que ce moment, en fait, il s'éclaire que à l'aune de l'avenir ou d'un présent plus lointain. Là seulement, on comprend ce qui s'est produit à ce moment-là, ou peut-être qu'on le comprend pas et qu'on se trompe une autre fois, mais qu'en tout cas, le temps passant, les choses se réactivent toujours d'une autre façon. Et pour moi, l'écriture sert aussi à ça, où il y a essayé de comprendre ce qui était trop court dans la vie sur le moment, quoi. Les rêves sont-ils trop courts ou trop longs ? Je vais botter en touche, je suis nulle en rêve. Je suis allée longtemps chez des psychanalystes qui me demandaient de raconter mes rêves et j'essaie de m'en souvenir le moins possible. Et il y a autre chose que... non mais vraiment, j'ai une personnalité catastrophique parce que j'aime pas l'enfance, j'aime pas les rêves et j'aime pas dans les livres les récits de rêves. Il y a quelque chose qui me met visiblement mal à l'aise par rapport à ça et je pense que je préfère que mon inconscient travaille dans les intrigues et les personnages que je mets en œuvre. Je pense que si je m'intéressais davantage ou si j'exploitais davantage mes rêves, peut-être j'ai la crainte que j'aurais plus rien à mettre dans mes livres. Donc, j'ai énormément rêvé et fantasmé quand j'étais adolescente au point que ça devenait envahissant. Et maintenant, c'est vrai que j'essaye de déporter... Rêver comme désirer. C'est ça que... Oui, avec tout ce que ça a tout ce que ça a de... Enfin, tout le royaume intermédiaire entre les deux, on peut dire. Donc, peut-être que j'essaie d'orienter ça plus vers l'écriture maintenant. C'est parti pour la lecture. On commence avec Julia Deck. J'ai vécu avec ma mère jusqu'à l'âge de 22 ans. La plupart du temps, nous étions seuls toutes les deux. Elle m'a raconté pas mal de choses. Par la littérature, elle avait appris à façonner un récit, planter le décor, caractériser les personnages, nouer l'intrigue, enchaîner les péripéties jusqu'à un dénouement dramatique ou heureux, le plus souvent assorti d'une morale ironique dans la veine des auteurs anglais. Le jour de l'accident, une vaste collection d'archives mentales s'est envolée. Je fixe les souvenirs qui me restent.
C'est comme tendre la main à une personne qui bascule dans le vide. C'est un réflexe, une réaction mécanique pour retenir ce qui s'enfuit, faire obstacle à la disparition. C'est aussi une tentative pour répondre à la question que je n'ai pas pu poser à ma mère, résoudre l'énigme qui se trame dans ma famille anglaise depuis les années 50. Merci Julia. À vous Hélène. S'il en a perdu le souvenir, peut-être les objets portent-ils l'écho de ces vies invisibles. Ils se tiennent encore dans l'ombre de mon père, mais leur simple existence suggère le basculement, le moment où ils gagneront, leur présence qui s'étend. Tous ces fétiches en rang, ces babioles, ces ficelles, toutes ces couches comme une mue, une peau, j'essaie de les prendre de vitesse, de les écouter tant qu'il est là pour traduire. Je marche sur les traces de mon père comme un pisteur dans la neige. Des traces neuves, encore vives, que je voudrais interroger alors que ses pieds viennent à peine de laisser dans le blanc leur empreinte, les saisir et le saisir lui dans le même mouvement, voir comment il les voit, comment il les comprend, que chaque trace suscite une parole et chaque parole une nouvelle trace. À mesure qu'il vieillit, que quelque chose en lui se fait plus friable, mon attention s'aiguise, s'alarme, rassemble les pièces d'un puzzle que lui-même semble avoir perdu. Il est encore là, il n'a pas disparu, il est juste un peu plus loin devant. Il se noie dans la brume, il martèle la neige, je me dépêche, je cherche à créer une archive du présent. Hélène Gaudy et Julia Deck ont reçu plusieurs aides à la création du Centre national du livre. Julia Deck est présidente de la commission vie littéraire du Centre national du livre et Hélène Gaudy a été membre de la commission roman. Il s'agit du 6e roman de Julia Deck, après Viviane Elisabeth Fauville, Le Triangle d'hiver, Sigma, Propriété privée, Monument national, prix Jean Frostier 2022, tous publiés aux éditions de Minuit. Hélène Gaudy a écrit, entre autres, Vue sur la mer, Si rien ne bouge, Plein hiver, Une île, une forteresse, Grand lieu, Un monde sans rivage, Villas Amir et récemment Archipel aux éditions de l'Olivier.